Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour le 15e épisode de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons accueillir Gérard Bonnet qui a écrit le livre L'Angoisse, paru aux éditions InPress le 19 mai 2022. Voilà, donc merci beaucoup Gérard Bonnet de prendre le temps d'échanger avec nous sur votre ouvrage. Maintenant, je vais vous laisser la parole pour vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et nous parler de votre ouvrage. Je suis docteur en psychopathologie, psychanalyse et psychanalyste depuis pas mal d'années à l'Association psychanalytique de France. Donc Gérard Bonnet, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à votre ouvrage que vous avez écrit, L'Angoisse, est-ce qu'on peut se débarrasser de l'angoisse et est-elle inhérente à la vie humaine? Il n'y a pas 36 solutions, nous sommes tous habités par l'angoisse. On ne peut pas faire autrement. Depuis la petite enfance, le bébé, l'enfant, l'adolescent, on a tous un fond d'angoisse qui se manifeste plus ou moins, on le verra. Mais en tout cas, l'être humain est habité par l'angoisse. Et il n'est pas question, enfin je suis un peu dur parce que je sais que beaucoup de techniques qui travaillent en disant ça y est, on va vous libérer de votre angoisse. On ne peut pas s'en débarrasser. Hein, et elle sera toujours là. On peut chercher à la gérer, ce qui est un autre problème. Hein, comment faire en sorte justement qu'elle ne nous encombre pas, qu'elle ne nous complique pas la vie et surtout, c'est ça le plus important, qu'elle ne nous rende pas malades. Alors d'après vous, Gérard Bonnet, comment faire pour vivre avec l'angoisse au quotidien? Est-ce que vous avez des méthodes ou des choses à partager là-dessus? Apprendre, j'allais dire, à vivre avec l'angoisse, c'est savoir qu'elle est là, qu'elle mobilise notre inconscient et toutes nos forces psychiques et qu'on va essayer de faire pour le mieux. Alors, le problème, parce qu'au fond ça, je crois que tout le monde peut le comprendre, on va avoir peur, qu'on aura des petites angoisses pour une rencontre, pour un travail, etc. Bon, on peut pas l'hésiter. Ce qui est important, c'est de dire ça, quoi. Il n'est pas question de dire « un jour, je n'aurai plus d'angoisse ». Ça voudrait dire « je ne suis plus un être humain ». Hein? Ou alors devenir un moine qui se retire de tout et qui ne veut plus rien savoir. Alors là, d'accord. Mais dès qu'on est dans la vie, qu'on rencontre des gens, on va toujours avoir des moments d'angoisse. Donc ça, on peut à peu près le comprendre. Mais le problème qu'il faut savoir, c'est que on a des résidus d'angoisse du passé qui viennent se mêler aux événements d'aujourd'hui et qui, ceux-là, peuvent nous compliquer la vie. Autrement dit, je pense par exemple à l'angoisse la plus courante, c'est la rencontre avec quelqu'un, et en particulier, mettons, avec quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Hein, quelqu'un dont on se dit, mon Dieu, j'aimerais bien faire connaissance parce qu'il me plaît ou elle me plaît. Bon, a priori, il y a de l'angoisse. Hein, on va pas faire la démarche de lui faire signe, de la draguer, comme on dit, sans avoir une certaine angoisse. Hein, et tant mieux. Mais il y a des gens pour qui ça passe pas. C'est-à-dire qu'au moment d'y arriver, ils sont bloqués. L'angoisse leur serre la gorge et ils ne peuvent pas y aller. Alors là, ça veut dire qu'il y a des vécus d'angoisse du passé qui refont surface aujourd'hui et qui les empêchent de vivre l'événement. Donc vous voyez là, on a tout de suite deux statuts de l'angoisse. L'angoisse dont on a parlé jusqu'à maintenant, celle du jour le jour, dont on reparlera éventuellement, mais l'angoisse aussi du passé, c'est-à-dire notre inconscient a enregistré des expériences qui n'ont pas été commodes, qui ont laissé des traces traumatisantes et qui vont se mêler de la conversation. Et il va falloir faire un travail sur soi, alors là, pour essayer de se libérer de cette angoisse. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas se libérer de l'angoisse du jour le jour, de ce qu'on appelle l'angoisse quotidienne, mais on doit pouvoir se libérer des angoisses du passé qui nous encombre la vie et qui peu à peu, même quelquefois, la rendent impossible. Dans votre ouvrage, justement, on a le sentiment qu'il y a une angoisse qui est finalement transgénérationnelle et aussi qu'elle est là au moment de la gestation et des premiers mois en fait du nourrisson. Est-ce que justement vous pouvez aborder ce sujet parce que finalement c'est un peu le terreau de toutes les angoisses qui vont suivre par la suite, si je comprends bien? Ce à quoi vous faites référence, c'est à ce qu'on appelle l'angoisse originaire. Hein, c'est-à-dire l'angoisse qui se met en place avant la naissance. On commence enfin aujourd'hui à se rendre compte du fait que la mère, sans s'en apercevoir, transmet à son enfant des
vécu des traumatismes dont elle n'a pas idée et qui vont influencer l'enfant pour la suite de son existence. D'ailleurs, dans le livre, là, je n'ai pas m'y lancer parce que ce serait long, mais dans le premier chapitre, je raconte un certain nombre de cas de femmes qui ont mis au monde un enfant avec un problème dont on a trouvé après l'origine pendant la grossesse. Je vais prendre un exemple tout simple, parce que celui-là, je veux dire, tout le monde peut le comprendre, et paraît même en même temps stupéfiant, c'est qu'une femme en analyse m'a raconté qu'elle était née avec une cicatrice sur la cuisse. Et en parlant un jour avec sa mère lui a dit, ben oui, mais c'est très curieux, parce que pendant que j'étais enceinte de toi, j'ai eu un gros abcès à cet endroit-là, et qu'il a fallu ouvrir, qui m'a causé beaucoup de problèmes, mais qui a disparu. Et voilà que l'enfant naît avec la cicatrice. C'est que la maman, au fur et à mesure qu'elle vit les choses, doit les dire à son bébé à partir du 3e mois de grossesse. Parce que l'enfant entend tout, hein, il reconnaît la voix maternelle. Maintenant, alors, même les neurophysiologistes sont d'accord avec nous, ça fait plaisir, hein, je le dis dans le livre. C'est-à-dire qu'au fond, on se rend compte que l'enfant non seulement baigne dans l'utérus et dans le liquide amniotique, mais il baigne aussi dans l'atmosphère psychique de sa mère. Donc c'est très important qu'elle puisse lire ce que Bion appelle les éléphants alpha et bêta, c'est-à-dire des éléments qui permettent à l'enfant de transformer ce qu'il ressent en images et en mots. Si on ne le fait pas, ça va rester comme des points de fixation d'angoisse. Et ça va reparaître par la suite. Donc c'est essentiel qu'elle le fasse. Donc je vous donne cet exemple-là, mais j'en donne beaucoup d'autres parce que, oui, un autre simple aussi, mais d'une maman qui a vu son bébé arriver avec un trouble cardiaque important, hein, et on se disait, mais enfin, une malformation, enfin, qui a été assez sérieuse, et elle racontait, mais c'est vrai que pendant ma grossesse, mon mari m'a quitté. Et j'ai eu mal au cœur, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est affreux, enfin, de penser que... Et alors, est-ce que vous en avez parlé à votre bébé? Mais je voulais le préserver. Je voulais pas lui dire. Vous voyez? Alors que c'est le contraire. Il fallait qu'elle partage avec lui. Alors, vient se greffer là-dessus ce qui s'est passé avant sa naissance. C'est-à-dire les troubles qui ont pu choquer la maman dans son être propre, et qu'elle transmet, parce que je pense à une maman qui avait perdu son père, dont le père s'est suicidé, enfin, donc c'est pas rien, hein, et qu'elle avait du mal à encaisser, j'allais dire. Il est évident que l'enfant sentait une mère qui n'était pas à l'aise avec son bébé, et qui ne pouvait pas ne pas penser à papa qui est plus là, quoi, et qui est mort tristement. Donc là encore, assez tôt, assez facilement, dire les choses. C'est-à-dire le transgénérationnel est capital. Les gens dont on ne parle pas deviennent automatiquement des ennemis psychiques. Donc Gérard Bonnet, moi je m'interroge justement sur l'inceste dans les familles. Est-ce que si par exemple la maman a vécu un inceste, on va dire par exemple entre son père et elle, oui. Est-ce que du coup elle va le transmettre à son enfant? Et si elle transmet justement au niveau transgénérationnel, comment elle en parle, comment elle communique justement sur cet inceste? Alors, vous voyez, je pense que tout ce qui touche à la sexualité violente doit pouvoir être formulé à un moment ou l'autre. Hein. Bon, j'ai beaucoup travaillé les problèmes justement de perversion, aussi bien du côté des pervers que des victimes, mais chez les victimes, donc une femme qui a eu des problèmes de ce genre, hein, dont le père a été incestueux, donc qui porte une souffrance de ce côté-là. Et alors, une source d'angoisse, hein, extrême. Bon. Première chose, vous le savez bien, c'est capital, c'est qu'elle en parle. Hein. Et aujourd'hui, enfin, on insiste sur ce fait, hein, il n'y a pas si longtemps, mais c'est évident que quelqu'un qui a été victime d'un inceste ou d'une agression sexuelle, la première chose à faire, c'est d'aller en parler. Hein. C'est pas commode, c'est terrible parce que ça demande de passer de la sphère privée, où est la sexualité, à la sphère publique. Si on va voir les gendarmes ou le préposé juge, on va forcément devoir exposer ce qui s'est passé, mais c'est indispensable. Hein. Donc il y a d'abord ce préalable, parce que si
on ne parle pas, alors là, ça devient un foyer d'angoisse permanent. Hein. Croyez-moi, c'est comme si vous vous mettiez une bombe au milieu du cœur. Hein. Elle va vous travailler toute la vie. Donc il faut en parler. Bon, maintenant, il y a bien des livres qui montrent que c'est possible. Il faut du temps. Pourquoi pas, hein. On n'est pas obligé d'y aller tout de suite. Quelquefois, des gens ont besoin de respirer avant d'y aller. Mais en tout cas, c'est essentiel. Alors maintenant, par rapport aux enfants qui vont venir après, hein, une maman a eu des problèmes avec son père. Hein, elle était incestuée et elle a pu quand même essayer de libérer la chose officiellement, hein, ce que j'espère. Et il y a l'enfant qui arrive. Eh bien, il faut aussi qu'à un moment ou l'autre, elle en parle. Hein. Alors là, c'est pas forcément pendant la grossesse, parce que c'est pas un moment où l'enfant peut, j'allais dire, intérioriser l'événement, mais très tôt, qu'elle lui dise, tu sais, il est arrivé quelque chose à un moment de sérieux, de grave, et dont elle a beaucoup souffert. Alors je vais vous le dire, parce que j'ai eu des gens dont la mère a eu des problèmes comme ça, et qui n'a rien dit. Eh bien, c'est extraordinaire, ces personnes dont la mère n'a rien dit souffrent autant que si elles avaient été violées. Il faut de la parole. Et pas seulement de la parole, des récits. Parce que les mots sont bien, mais ils sont un peu secs. Voilà, c'est arrivé de telle façon, ce monsieur de telle façon m'a pris un jour, et voilà pourquoi je me suis laissé faire, etc. C'est-à-dire qu'au fond, qu'il y a un récit qui donne à l'angoisse un contenant. Parce que l'angoisse, quand elle n'a pas un support imaginaire et verbal, devient réel. Vous voyez ce que je veux dire? Le réel, ça veut dire qu'elle se transforme en quelque chose de traumatique. Et donc Gérard Bonnet, vous qui avez travaillé aussi sur la perversion, comme vous nous l'avez dit, comment les pervers gèrent-ils leur angoisse? Alors le problème, c'est que les pervers, je vais être un peu rapide, n'ont pas d'angoisse. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire que non, ça va. Hein, alors, enfin, il vous est quand même arrivé des choses qui sont assez terribles. Enfin, oui, mais ça m'est venu comme ça. Mais il n'y a pas eu de moment d'angoisse, si vous voulez. Quand un pervers vous raconte, quelquefois, il faut du temps pour qu'il raconte. Mais quand ils y arrivent, il faut des années, quelquefois, pour qu'ils vous racontent vraiment ce qui s'est passé. Parce que ils veulent pas... alors, eux veulent pas mettre de mots, justement. Il faut que ça reste réel, dans leur inconscient et dans leur imaginaire, mais au loin. Et donc, quand au bout d'un long travail, ils arrivent à raconter, ils vous disent, ben voilà, c'était plus fort que moi. Il fallait que je le fasse. Donc, il y a un court-circuit d'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse, a été stoppée. Mais, et c'est ça le plus important, elle a été infligée à l'autre. C'est l'autre qui doit être angoissé. C'est l'autre qui doit avoir peur. Et imaginez ce que c'est que vit une femme violée. Alors là, c'est l'angoisse suprême. Hein, c'est une angoisse de mort, le viol. Alors ça fait plaisir au pervers, parce que ça lui permet de mettre en l'autre une angoisse qu'il ne supporte pas en lui. Et donc Gérard Bonnet, dans la vie quotidienne, comment gérer cette angoisse? Devant tout événement, il faut quand même être clair, hein, que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit un examen, que ce soit un rendez-vous d'embauche, que ce soit... Bon, on a de l'angoisse. Hein. Mais j'insiste beaucoup dans mon livre pour dire qu'il y a 3 temps. Hein. Il y a ce que j'appelle l'angoisse d'avant-coup. C'est-à-dire l'angoisse avant, hein, celle qui, voilà, qu'est-ce qui va se passer, je révise pour l'examen, je prépare ma rencontre avec cette femme, et j'ai forcément de l'angoisse. Hein. Et cette angoisse d'avant-coup mobilise des énergies très fortes, très profondes, mais en même temps, elles n'ont pas encore de prise. Hein. Alors, je donne un exemple en disant, par exemple, l'angoisse d'avant-coup, c'est un peu lié à ce qu'on appelle la sexualité pulsionnelle. Parce que l'angoisse, souvent, se soulage à travers la sexualité. Et la sexualité pulsionnelle, c'est par exemple de manger, de sentir, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle les plaisirs partiels. Hein. Eh bien, c'est important qu'avant coup, quand l'angoisse me travaille, je me donne des petits plaisirs, comme on dit. Parce qu'ils vont satisfaire l'angoisse d'une façon modérée, mais suffisante pour qu'elle ne m'envahisse pas. Voilà. Vous voyez, c'est un petit truc.
mais qui est très important. C'est-à-dire, au lieu de me laisser envahir par des idées, tout de suite, arrête, je vais voir ceci, puis je vais pas y aller. Non, non, si je révise un examen, que je me fasse plaisir. Vous voyez? D'ailleurs, il y en a qui le font spontanément, qui vont boire un coup, que je sois pas dans une espèce de rigidité ascétique qui va être pire que mieux. Bon. Ensuite, il y a pendant l'événement. Et pendant l'événement, l'angoisse est là aussi. Et là, ce qui est très important, c'est de se dire que on va avoir une espèce de jouissance intérieure importante et qu'il ne faut pas se laisser déborder. Je vais vous donner, et d'ailleurs c'est pas moi qui le raconte, c'est Lacan dans un de ses séminaires, qui raconte la personne qui, pendant un examen, a tout à coup un orgasme. C'est-à-dire tout à coup quelque chose qui la dépasse et qui se manifeste sous forme orgasmique, c'est-à-dire une éjaculation ou bien une espèce... Parce que on a tellement mobilisé l'angoisse qu'elle a besoin de trouver un dérivatif. Et il dit, bah tant mieux. Et souvent, ça se passe pas trop mal, même si on dit rien à personne, parce que l'angoisse a trouvé une façon de s'exprimer dans son domaine sexuel, sans s'envahir l'examen lui-même. Et généralement, ça se passe plutôt bien, même si on est un peu gêné quand ça arrive. Et puis, il ne faut pas que ça arrive pendant un entretien d'embauche, mais bon. Et puis enfin, il y a l'angoisse d'après-coup, qui est une angoisse qui n'est pas facile non plus à gérer, parce que c'est celle où on se dit « j'ai pas fait ce qu'il fallait ». Après l'examen, ou bien où j'aurais pu faire mieux, où j'ai pas été à la hauteur. Enfin, l'angoisse là, et celle-là, c'est l'angoisse idéale. C'est-à-dire qu'on a des idéaux en tête qui nous poussent en général, mais qui nous jouent de mauvais tour aussi parce qu'on n'a jamais fait aussi bien qu'on l'aurait voulu. Et bien là aussi, il faut faire attention, c'est-à-dire, je sais que j'ai des idéaux, mais il faut les reporter à ce moment-là sur autre chose et ne pas rester fixé sur l'événement lui-même. J'aurais peut-être mieux faire cet entretien, mais j'en ferai un autre, dans un autre domaine. Mais non pas tout le temps ruminer ce que j'aurais dû faire. Mais alors du coup, Gérard Bonnet, j'ai l'impression que dans ce que vous dites, nous ne sommes pas victimes de cette angoisse. Nous pouvons faire en sorte qu'elle soit féconde et qu'elle soit positive. On dit angoisse parce qu'elle nous pousse, parce qu'elle nous travaille. Avant l'examen, je suis pas bien parce que y a des tas de forces qui se mobilisent. Je dis, c'est comme dans une guerre, on fait la mobilisation, donc c'est extrêmement inquiétant quelque part. Mais en fait, si j'arrive à l'investir positivement, c'est-à-dire en faire une force, l'angoisse est finalement une des forces les plus extraordinaires qu'on puisse avoir. Pour tous les événements de notre vie. Et le problème n'est pas de dire je vais supprimer l'angoisse, c'est ridicule, c'est de dire je vais transformer l'angoisse. D'ailleurs c'est le titre du livre, l'angoisse, l'accueillir, la transformer. Tout d'abord, l'angoisse est présente chez tout le monde. Elle est impossible à supprimer, on peut seulement apprendre à vivre avec. Il existe 2 types d'angoisse. L'angoisse quotidienne, qui est l'angoisse du jour le jour, elle se manifeste avant, pendant et après l'événement angoissant. Et l'angoisse originaire qui s'inscrit dans la relation entre la mère et son enfant au moment de la gestation. La mère transmet alors ses propres angoisses et celles de ses ascendants à son enfant. Mais finalement, comment vivre avec l'angoisse ? Tout d'abord, les parents doivent impérativement mettre en mots leur vécu d'angoisse afin de permettre à l'enfant de se libérer de l'angoisse originaire. Ensuite, la psychothérapie est un excellent moyen de s'en dégager. In fine, l'enfant ainsi exempté de l'angoisse originaire pourra favorablement accueillir et transformer l'angoisse quotidienne. Donc je vous remercie beaucoup Gérard Bonnet d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Donc vous pouvez trouver l'ouvrage L'angoisse, l'accueillir, la transformer aux éditions InPress à partir du 19 mai 2022 dans toutes les librairies et sur internet. Donc je vous invite vraiment à le lire puisqu'il est très très intéressant. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce 15e épisode et je vous dis à très bientôt.